Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Laurent Kirsch. Alors Laurent est un expert en facteurs humains. Alors c'est une expertise qu'il a eu l'occasion de mettre en œuvre dans l'industrie automobile pendant un petit peu plus de 20 ans. Alors Laurent a tout d'abord mené des travaux de recherche et a mené des projets d'innovation avec l'objectif d'améliorer l'expérience client à bord des véhicules, et il a par exemple travaillé sur des thématiques comme le confort, comme la qualité perçue, et puis également toutes les nouvelles interfaces homme-machine. Après ce passé technique, il a mené des activités de marketing stratégique, et donc il a conduit des études des dynamiques et des structures de marché, également travaillé sur le potentiel de développement des marques à l'international. Et pour cela, il s'est appuyé sur les analyses qualitatives et quantitatives des attentes et des comportements des clients. Et alors le point commun entre ces deux domaines d'activité, c'est la capacité à construire une vision à moyen et long terme et puis de favoriser des idées nouvelles dans un environnement qui soit ouvert, évidemment pluridisciplinaire, et qui soit le plus respectueux possible des individus. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi, et puis peut-être te définir en quelques mots, et puis de compléter un petit peu ce que je viens de raconter. Oui, écoute, merci pour cette introduction. Et puis, comme tu l'as dit, j'ai un passé industriel de plus d'une vingtaine d'années. Et en fait, juste pour cadrer un peu les choses, j'ai intégré l'industrie après un parcours universitaire et un parcours d'enseignement, on va dire, pluridisciplinaire, puisque j'ai dès le début choisi la pluridisciplinarité, et c'est quelque chose qu'on va probablement réaborder dans notre entretien, puisque j'ai une double formation à la fois en neurosciences et en chimie, qui en premier abord peut paraître comme ça assez antinomique, mais finalement ces deux choses-là peuvent converger pour créer quelque chose. Et puis, comme tu l'as dit, dans mon parcours, j'ai fait à la fois de la recherche et du marketing, deux domaines qui semblent a priori éloignés les uns des autres et qui pourtant, on va l'aborder ensemble, à un moment donné, peuvent se retrouver pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et donc après mon parcours industriel que tu as évoqué, aujourd'hui, je propose aux entreprises de les aider à exploiter le potentiel des facteurs humains pour la création de valeur, et ça sur toute la chaîne qui va de la recherche innovation jusqu'au marché, au pluriel d'ailleurs, puisque les marchés, on peut les considérer pas comme un seul marché, mais comme des marchés. Et bien sûr, sans négliger la dimension humaine des compétences que les entreprises doivent gérer. Et donc voilà, j'essaye de mettre mon expérience de ce grand écart de l'innovation jusqu'au marketing pour accompagner les entreprises. Eh bien, merci pour ces précisions. Alors, on a préparé avec Laurent cette interview, et on a en fait identifié 3 thèmes que l'on va aborder successivement. Alors, le premier thème, c'est sur la thématique des facteurs humains. Quel est le lien entre les facteurs humains et l'innovation, et à quel moment on utilise finalement cette composante humaine dans les disciplines de l'innovation? Pour le deuxième thème, on va davantage parler de la culture de l'innovation dans l'entreprise, et de voir finalement comment une démarche innovation s'appuie sur plusieurs fonctions, sur plusieurs compétences au sein de l'entreprise, et finalement touche à ce qui fait le cœur de l'entreprise, c'est sa culture. Et puis troisième thématique, on va parler un petit peu plus spécifiquement des compétences
pour faire de l'innovation. Est-ce que être innovateur aujourd'hui nécessite des compétences particulières? Comment est-ce que l'on identifie? Comment est-ce que l'on met en œuvre ces compétences? Et puis on essaiera de s'interroger également sur un modèle, sur une modélisation des compétences de l'innovateur. Donc pour chacune de ces thématiques, on aura évidemment quelques questions qui viendront nourrir cette réflexion. Ce que je propose, c'est que l'on aborde la deuxième partie, la deuxième thématique, où là on va un petit peu plus parler de culture de l'innovation. Alors on va parler d'innovation dans l'entreprise, hein. On n'a pas non plus la prétention de vouloir parler de l'innovation d'une façon générale, mais bien dans le monde classique de l'entreprise. Et on va essayer de se demander en quoi la prise en compte de ces facteurs humains peut avoir une incidence finalement sur le développement de la culture de l'entreprise, et puis de voir aussi comment toi tu as réussi à impacter, modifier ou en tout cas à influencer la culture de l'entreprise dans laquelle tu étais, grâce à finalement cette approche par les facteurs humains. Alors la première question que je voulais te poser, mais plus pour démarrer et initier la discussion, c'est en quoi cette approche par les facteurs humains, que tu as donc précédemment développée, en fait soutient le développement de la culture innovation d'une entreprise? Question pas simple, on va dire, parce qu'il y a deux volets finalement à cette question. Il y a la notion de culture d'innovation dans une entreprise, et puis après, il y a en quoi cette sensibilité aux composantes humaines peut y contribuer. Alors, déjà, peut-être au niveau de la culture de l'innovation dans les entreprises, je vais commencer peut-être par des généralités, mais effectivement, la culture de l'innovation dans l'entreprise, elle doit se faire à tous les niveaux. C'est pas l'apanage d'un service ou d'un département qui a la responsabilité de faire de la recherche et de l'innovation. Si on veut exploiter tout le potentiel d'une entreprise, il faut que cette sensibilité, cette culture à l'innovation, elle transpire dans tous les services et dans toutes les fonctions de l'entreprise. Deux points que je voudrais particulièrement appuyer par rapport à ce qui est même mon expérience personnelle, c'est que souvent dans les entreprises, alors parfois même au-delà, puisqu'il y a des approches aujourd'hui d'open innovation qui sensibilisent à l'ouverture en dehors de l'entreprise et au fait d'enrichir encore son ouverture au-delà de ses propres capacités internes, on va dire, et d'aller chercher au-delà. Mais si je reste dans l'entreprise, beaucoup de choses en termes d'innovation se jouent au niveau des interfaces. Interface entre les fonctions dans l'entreprise, interface entre les métiers, interface entre les domaines scientifiques, mais aujourd'hui, beaucoup se passe pas au sein des métiers ou des domaines scientifiques, mais à la rencontre de différentes sensibilités que peuvent être différents métiers, différents domaines scientifiques. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose que je crois tous ceux qui font de l'innovation connaissent et valorisent, c'est la pluridisciplinarité. C'est vraiment animer au sein d'une entreprise une réflexion d'innovation, c'est être capable de mettre autour de la table des gens qui ont des sensibilités très différentes. Et c'est ça qui enrichit et qui crée de la valeur au sens de la génération d'idées originales. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit que finalement, assez rapidement, il y a de l'humain là-dedans. Parce que faire travailler ensemble des gens de sensibilités différentes, avoir la conscience du fait que c'est par la différence qu'on va identifier des nouvelles pistes plus que par la consanguinité, si je dis ça, mais par le fait qu'on ait tous le même parcours, le même profil, la même histoire. Ça, quelque part, c'est des facteurs humains, mais c'est des facteurs humains pas appliqués à un développement technologique, mais c'est des facteurs humains appliqués à l'animation, au management. C'est avoir conscience du fait que chacun, avec ses différences, apporte quelque chose. J'évoquais tout à l'heure que finalement, quand on considère un individu dans un processus de conception, il peut être un client, un utilisateur, un expert, un décideur. C'est se dire que chacun apporte un point de vue, un regard qui va alimenter la réflexion.
dans une logique de culture d'innovation dans l'entreprise, moi, je pense que cette sensibilité au facteur humain, c'est ça. C'est ne pas enfermer les gens dans des cases. C'est se dire que quelqu'un qui fait de la gestion peut tout à fait apporter une information, un regard, une analyse, une évaluation sur un logiciel qui a été développé par le département qui fait de la programmation. Et c'est pas parce qu'il est dans un département de gestion qu'il doit gérer ses chiffres et qu'il ne doit pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Ça ne veut pas dire que tout le monde est responsable de tout et que tout le monde s'occupe du travail de tout le monde. Mais c'est développer cette culture que finalement chacun peut apporter quelque chose à un moment du processus et que ça peut être une richesse pour l'entreprise que d'aller interroger les collaborateurs, même s'ils appartiennent pas au département innovation, développement ou recherche. C'est comme ça que moi, je vois ce qu'apportent les facteurs humains, c'est plus une façon d'aborder la question plutôt je sais pas comment dire, qu'un domaine précis. Les facteurs humains, là, ils doivent être utilisés ils doivent percoler, ils doivent transpirer au travers de la structure de l'entreprise pour créer cette sensibilité au fait que chacun peut être un contributeur à l'évolution et à l'innovation de nouveaux services, de nouveaux produits, que sais-je. Alors, tu es évidemment la bonne personne pour parler de ce sujet-là, puisque, comme on l'a dit dans ta présentation, tu as finalement un double parcours, très, très technique, très innovation, très recherche et développement, et puis une autre partie de ta carrière qui, là, est beaucoup plus proche du monde, alors tu as utilisé ce terme de la gestion, mais du monde du marketing, du monde de la stratégie, le monde finalement du positionnement. Et donc tu as dû, j'imagine, vivre finalement cette confrontation entre ces deux grands blocs, celui de la culture, celui de la culture technique et puis celui de la culture plus des individus et des marchés. Comment est-ce que toi tu l'as vécu, ou comment est-ce que ton expérience illustre finalement notre propos sur l'intérêt en fait d'avoir cette vision par les facteurs humains pour travailler sur la culture de l'entreprise? Oui, alors effectivement, comme tu le dis, j'ai eu la chance quelque part de faire ce grand écart qui m'a amené du monde de la recherche et de l'innovation. Donc quelque part, dans la structure dans laquelle j'évoluais, ce monde de la recherche, c'était l'interface avec l'extérieur, mais avec l'extérieur du point de vue académique. On était l'interface vers les laboratoires de recherche fondamentale, vers les universités, vers ce monde de la connaissance scientifique qu'on devait essayer de digérer et d'intégrer dans l'entreprise pour la valoriser au travers d'orientation produit. Je suis parti de là, et puis ensuite, je suis allé vers le marketing stratégique. Et le marketing stratégique, quelque part, c'est une autre interface vers l'extérieur. C'est une interface vers l'extérieur, mais vers les marchés, vers les clients, vers le positionnement des marques sur les marchés sur lesquels vont être vendus les produits. Au premier abord, c'est un grand écart qui paraît difficile à manager, mais pour moi, ma chance, c'est que j'ai gardé ma colonne vertébrale, c'est-à-dire que quand j'étais à la recherche et à l'innovation, mon rôle, c'était d'intégrer les facteurs humains dans le processus d'innovation. Et puis, quand j'ai rejoint le marketing stratégique, on m'a demandé d'intégrer cette dimension humaine dans les analyses et dans les études de marketing stratégique, en considérant que finalement, étudier les dynamiques de marché, les dynamiques des attentes, les structures de marché, c'était pas juste des tableaux Excel avec des chiffres, mais c'était aussi de l'humain. C'était des évolutions sociétales, des évolutions des attentes, et donc des évolutions de besoins en termes de produits à mettre sur le marché. Alors, c'est vrai que j'ai découvert deux univers très, très différents, et surtout, en arrivant au marketing stratégique, je me suis dit, mais comment j'ai pu travailler 15 ans à l'innovation et à la recherche sans avoir une assez bonne connaissance de ce qu'étaient les marchés?
Oui, dans les méthodes qu'on avait développées, on a interrogé des clients. On allait recruter des clients. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'on connaissait assez peu ce qu'étaient les marchés, ce qu'était leur dynamique, ce qu'étaient les réels besoins des clients. Et qu'il y avait ces deux univers. Finalement, on pouvait assez rapidement dire à la recherche et l'innovation, les clients, ils comprennent rien. On développe des choses tellement intéressantes ou tellement nouvelles, etc. Les clients n'en veulent pas, le client est bête, entre guillemets, si je caricature, il comprend pas. Et puis à l'opposé, quand j'ai rejoint le marketing, on m'a dit ah oui, toi tu viens de la recherche. Ouais, bah alors vous les chercheurs, vous êtes dans votre coin, vous connaissez rien à rien. Nous, on sait exactement ce que les clients veulent, et puis vous êtes incapable de nous fournir ce que les clients veulent. Alors une des premières choses que j'ai faites, ça a été d'organiser des séances où je suis allé présenter aux gens de la recherche et de l'innovation les marchés, les dynamiques de marché, les structures de marché, de façon à leur faire toucher du doigt la complexité de ce qu'était le marketing, et notamment le marketing stratégique. Parce que finalement, le métier de l'autre que je ne connais pas est toujours plus simple que le mien. C'est-à-dire que quand je suis à la recherche, je dis c'est tellement compliqué, il faut tellement réfléchir, il faut être tellement intelligent pour faire de la recherche et trouver des nouvelles idées. Le marketing, c'est quand même pas très compliqué, il suffit d'aller dans la rue, demander aux gens ce qu'ils veulent et puis c'est fini. Et puis les gens du marketing, ils disent mais c'est tellement compliqué de vraiment comprendre ce que sont les vraies motivations profondes des gens, etc. C'est quand même pas sorcier d'être dans un laboratoire, de faire une expérimentation sur un nouveau matériau et de dire il est bon, il est pas bon et puis il y a qu'à y aller. Donc en fait, on se rend compte que finalement, le premier obstacle, c'est qu'on a des univers qui ne se connaissent pas et qui donc ont du mal à se comprendre et à se parler juste par ignorance. Quand on les met ensemble, quand on les fait un petit peu travailler ensemble et qu'on commence à avancer dans un schéma de dire on commence par se respecter, par s'écouter, par reconnaître que le métier de l'autre n'est pas simple, mais que chacun a aussi une façon de voir les problèmes, c'est déjà une première façon de faire avancer les choses. Et puis, deuxième aspect, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais il y a un point commun dans ces activités de recherche et d'innovation et dans les activités de marketing stratégique, c'est que dans les deux cas, on va réfléchir au moyen terme, éventuellement au long terme. Si je travaille des nouveaux services ou des nouveaux produits, c'est pour aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Si j'analyse les dynamiques de marché, c'est pour aller au-delà de ce que les gens achètent aujourd'hui. C'est de se dire de quoi ils auront besoin demain. Et donc finalement, ces deux fonctions-là dans l'entreprise, qui peuvent très bien fonctionner de façon complètement indépendante et sans se connaître, quelque part, elles ont une problématique commune, c'est de parler du coup d'après. Et du coup, si j'arrive à les faire communiquer, si j'arrive à les faire discuter ensemble, eh bien, quelque part, je commence à construire une synergie qui peut être extrêmement utile et valable pour l'entreprise. C'est de dire, vous réfléchissez aux nouvelles technologies qui seront matures demain, ou vous réfléchissez à des services qui n'existent pas aujourd'hui, vous réfléchissez compte tenu des évolutions de consommation sociétale, etc., à ce dont les gens auront besoin demain, et si on se parlait, et si on se disait, tiens, comment on fait que ces choses-là se rencontrent. Et mon expérience facteur humain m'a servi là. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, parce que ça veut dire développer des capacités d'écoute, ça veut dire être ouvert aux autres, comprendre que chacun a aussi sa propre sensibilité, ses propres enjeux, ses propres capacités, et trouver des terrains d'entente, des terrains de communication possibles, où là va se créer de la valeur et où là va vraiment se créer une dynamique forte pour l'entreprise. Et pour finir là-dessus, ça me conforte dans l'idée que même si c'est peut-être plus aussi à la mode que ça n'a été par le passé, les fonctions transversales dans l'entreprise, les fonctions passerelles, les fonctions qui favorisent la communication entre différents services, ben, ces fonctions-là, je pense qu'elles sont absolument essentielles. Alors peut-être dans des structures de taille importante, hein, dans des petites structures, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin, que les choses peuvent se gérer différemment, mais à partir du moment où les structures ont une certaine taille,
ces fonctions transverses qui sont parfois difficiles à catégoriser, ou quand on regarde d'un point de vue ressources humaines, on dit mais ce gars-là il fait quoi? Il fait de la finance, il fait de la recherche, qu'est-ce qu'il fait? On comprend pas. Oui, il fait du marketing. Je sais que c'est difficile de les catégoriser, c'est peut-être difficile de les définir, mais par contre, ce que je sais, c'est que quand des personnes ont la capacité de faire des ponts ou des passerelles entre des métiers, des sensibilités différentes dans l'entreprise, alors là, c'est un vrai levier pour faire de l'innovation et c'est un vrai levier pour l'entreprise pour se projeter dans le coup d'après, pour voir au-delà de ce qu'est aujourd'hui la situation et pour identifier peut-être des nouveaux business ou des façons de se positionner différemment sur son business historique. C'est tout à fait passionnant, Laurent. Moi, ce que je retiens en tout cas de ton point là sur la culture de l'innovation, c'est que finalement, ce qui caractérise ces fonctions, c'est finalement de découvrir l'inconnu en fait, ou en tout cas d'essayer de se projeter, d'avancer dans l'incertitude, et qu'évidemment de pouvoir mettre en synergie des spécialistes des nouvelles technos et puis des spécialistes des nouveaux marchés, ou en tout cas des nouvelles tendances, des nouvelles évolutions, ça apporte sûrement pas une vérité, mais à minima ça réduit un petit peu les incertitudes et ça renforce les hypothèses que l'on peut se faire. J'ai une question juste pour prolonger un tout petit peu cette thématique sur la culture. Tu nous as donné quelques étapes ou quelques facteurs clés de succès pour essayer, au sein d'une entreprise, d'améliorer ou de développer la culture de l'innovation. Tu nous dis qu'il y a la mise en avant de certaines valeurs, hein, l'écoute, le respect, la bienveillance. Donc ça, bien évidemment, en face de ça, on peut mettre en place des programmes, de la formation, des sensibilisations ou d'autres démarches pour favoriser ces points-là. Tu nous as dit également de renforcer ou en tout cas de valoriser toutes ces fonctions transversales qui ont finalement la fonction de passer des messages ou de passer les insights, hein, comme on peut le dire en anglais, d'un département à l'autre, d'une chapelle à l'autre. Est-ce que, au vu de ton expérience, et pas seulement dans l'automobile, est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès que tu pourrais, comme ça, peut-être un petit peu au débeauté, nous lister pour aider tous ceux qui veulent travailler sur le renforcement de la culture de l'innovation? Je crois que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au sein de l'entreprise pour faire prendre conscience aux gens qu'ils sont acteurs de l'innovation de l'entreprise et ils sont partenaires. Il y a beaucoup d'initiatives qui se développent sur des outils internes de génération d'idées, des forums où les gens viennent partager leurs expériences, leur vécu, leur histoire. Alors, au début, on peut considérer ça comme étant très anecdotique, on peut considérer ça comme étant assez superflu en disant mais un tel, il nous fait part de sa propre expérience et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, c'est jamais qu'une personne, etc. Mais je pense que surtout avec les outils aujourd'hui qu'on a à disposition, je pense que dans l'entreprise, ça peut être extrêmement utile pour associer un maximum de gens au processus d'innovation. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises où, à des stades assez préliminaires de développement, de réflexion ou d'innovation, on peut faire réagir les collaborateurs. On peut les associer à la réflexion. On peut les impliquer soit des séances de workshop, ou d'équivalent de workshop, mais même via des outils numériques où on peut leur demander de se positionner, on peut leur transmettre du matériel visuel, écrit, etc., et leur demander de l'enrichir, de travailler un peu comme des communautés, en fait. Et dans ce cas-là, quand on construit des communautés de ce type, il faut surtout pas les cloisonner. Il faut surtout pas considérer que ne vont participer à ces réflexions-là que ceux qui seraient, entre guillemets, légitimes, donc, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui, forcément, travaillent en innovation ou en développement ou autre. Non, non, non. Il faut que ces communautés-là soient les plus ouvertes possibles à l'entreprise pour que
aussi chacun se dise, mais oui, mais après tout, mon avis peut compter. Alors, bien sûr, tout ça doit être structuré, canalisé, organisé, mais parce que il faut quand même malgré tout que les choses restent dans un cadre bien défini. Mais pour que cette culture de l'innovation se développe, il faut vraiment faire passer le message à tout le monde que tout le monde peut avoir des bonnes idées. Et que les bonnes idées, c'est pas réservé à ceux qui, entre guillemets, sont censés les avoir. Et notamment dans les phases les plus amont, au moment où on est dans la génération d'idées, dans la réflexion sur des nouveaux concepts, alors là, on a tout intérêt à solliciter le corpus le plus large possible dans l'entreprise. Et puis ensuite, évidemment, on se pose la question, mais ça c'est de la gestion au quotidien, de comment on maintient ensuite les gens informés de ce qui a été développé, de ce qui a été retenu, ce qui n'a pas été retenu, et de l'avancement des travaux. Et toutes ces étapes-là, c'est autant d'étapes qui sont de nature à impliquer les gens dans ce processus-là et à les faire se sentir utiles au processus d'innovation. Et je crois que l'entreprise peut vraiment y gagner à ce moment-là. Merci merci pour ton point de vue et ce troisième finalement ce troisième facteur clé de succès. C'est ce que je retiens, c'est l'animation de communauté qui soit transverse et qui permette d'inclure effectivement des personnes qui viennent d'horizons nouveaux. Laurent, le mot de la fin est pour toi. J'espère que par rapport à ce qu'on a évoqué en début d'entretien, j'espère que j'ai aidé à mieux appréhender ce qu'étaient les facteurs humains, à en faire quelque chose de pas trop abstrait, mais quelque chose d'assez concret, des choses qui ont vraiment un impact sur le quotidien, sur la vie de l'entreprise. Et donc, si j'ai réussi ça, ce serait déjà une bonne chose parce que il faut surtout que ce soit un concept qui fasse pas peur. Mais par contre, que ce soit des choses auxquelles on attache de l'importance, parce que je suis assez convaincu sur la base de mes connaissances et de mon vécu que c'est vraiment très important. Et puis bien sûr, pour ceux qui voudraient prolonger ces discussions et ces échanges avec moi, j'ai un profil LinkedIn sur ce réseau-là et via lequel on peut me contacter vraiment sans problème. Je suis par principe très ouvert à échanger sur ces sujets-là et sur l'innovation en général et sur la pluridisciplinarité, enfin toutes ces dimensions de l'entreprise qui sont à la fois passionnantes et puis je crois extrêmement utiles pour ceux qui veulent avancer. Laurent, merci beaucoup. Je te remercie, Frédéric. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.